Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jimmy Dalédou. Bonsoir. Bonsoir, merci, bonsoir à tous nos téléspectateurs et merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes syndicaliste, auteur et analyste politique. Vous l'avez certainement suivi avec nous au début de ce journal. D'ailleurs, on vient de l'évoquer. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté à une très large majorité une résolution, un projet de résolution donc appelant à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans la bande de Gaza. Il s'agit certes d'une résolution sans contraignante, mais selon vous, cela reste tout de même une victoire diplomatique pour la Palestine? Écoutez, je vous remercie pour cette question, puisqu'effectivement ce vote est peut-être une victoire pour la diplomatie, mais encore une fois, la diplomatie ne peut pas se suffire à elle-même. Elle ne peut être juste et équitable, performante, que lorsqu'elle est combinée à l'action, à la volonté d'action et la volonté d'agir. Et nous constatons à travers les actions de l'Union européenne, des puissances d'Occident, surtout à travers les États-Unis et Israël, qui représentent véritablement la bête de ce monde, on constate que le compte n'y est pas. Ce vote, en réalité, reflète surtout le veto qui a été émis par les États-Unis et l'entité sioniste Israël. Ce vote reflète l'état du monde tel qu'il est actuellement. Ce monde qui est changeant, ce monde ce nouvel ordre mondial multipolaire qui se dessine, qui se dessine via les nouveaux espaces de croissance dédollarisés. Ce vote reflète ce nouveau monde. Et justement, puisque vous l'évoquez, excusez-moi, Jimmy Dalédou, puisque vous parlez du vote et de la place des États-Unis dans cet échiquier, peut-on qualifier ce vote à l'Assemblée générale de l'ONU de vote sanction envers les États-Unis? Écoutez, c'est une position de principe. Mais c'est une position de principe, sachant que la bête nord-américaine et l'entité sioniste, de toute façon, ont la mainmise sur l'Union européenne et l'ONU. D'ailleurs, on le constate par deux choses. D'abord, le fait que l'UNRWA est littéralement empêché dans ses missions. On se rappellerait, si nous revenons sur les déclarations de M. Lazzarini, un des commissaires général de l'UNRWA, il démontre, on peut le retrouver sur le site, nos téléspectateurs vont sur le site de l'UNRWA, ils ont fait une déclaration et ils démontrent que c'est plus de 200 employés de l'UNRWA qui ont été tués par l'entité sioniste, c'est plusieurs écoles qui sont détruites par l'entité sioniste, et ça c'est la première chose. On constate que l'entité sioniste massacre les Israéliens, il veut détruire toute forme de connaissance pour installer son obscurantisme qui représente, via le projet du Grand Israël, représente l'ancien monde, cet ancien monde qui était à l'époque du monde unipolaire dirigé par la bête sioniste et par Washington. Et le deuxième élément, c'est les relations entre l'Union européenne et donc Washington, puisque vous le savez, l'Union européenne est la chasse gardée de Washington, la chasse gardée de Washington et de Tel Aviv. Et la deuxième chose, c'est Frontex. Le fait que, par exemple, Frontex, vous savez, c'est cette agence qui, normalement, devrait sécuriser les frontières de l'Union européenne et qui ont passé des accords de marché, des contrats à hauteur de plusieurs millions d'euros pour acheter des drones. Ces fameux drones, ces quadricoptères qui sont utilisés par l'entité sioniste pour tuer des frères palestiniens, eh bien, l'Union européenne, via Frontex, a passé des contrats avec un complexe militaro-industriel qui s'appelle Avion Group, et qui détient une entreprise qui s'appelle Bisenze. Et l'Union européenne s'est permis d'acheter plusieurs de ces drones qui sont actuellement utilisés pour tuer des Palestiniens. Donc on voit bien qu'il y a un aspect financier très malsain dans ce qui se passe. Et les États-Unis, justement, continuent de justifier cette position et leur veto imposé toujours au Conseil de sécurité contre tout cessez-le-feu à Gaza dans l'immédiat.
par le fait que ce serait accordé du répit à la résistance palestinienne emmenée par les brigades Al-Qassam notamment. Est-ce la résistance palestinienne qui est menacée aujourd'hui par les États-Unis? Écoutez, je pense que ils veulent détruire la résistance palestinienne, mais à travers la résistance palestinienne, ils veulent affirmer leur stratégie, qui est la stratégie du chaos, que l'impérialisme nord-américain et que l'antitétioniste ont prévu dans tout le Moyen-Orient. Vous comprenez? Ce qu'ils veulent empêcher, c'est que le Moyen-Orient puisse s'unifier, se solidariser autour de certains pays leaders, le Yémen, la Palestine, mais aussi d'autres pays comme l'Algérie, qui ont trouvé leur place dans le nouvel ordre mondial multipolaire. Et l'antitétionniste et son copain Washington, son maître à penser, veulent par tous les moyens semer le chaos dans le Moyen-Orient pour l'empêcher de s'arrimer aux nouveaux espaces de croissance dédollarisés. Ça se reflète par exemple dans cette position à deux vitesses. Oui. Tel Aviv et Washington, on se rappellera par exemple que l'Union européenne, Washington et Tel Aviv soutiennent le HTS syrien, qui est un groupe assez dangereux. L'Union européenne s'apprête à soutenir financièrement la transition syrienne. On se rappellera que l'Union européenne a débloqué plus de 110 milliards pour aider le gouvernement ukrainien pour tuer des gens, notamment des Russes. Et dans le même temps, ils empêchent l'UNRWA de travailler. Oui. Et pourtant, l'UNRWA de faire son travail. Et pourtant, Jimmy Dalédo, nous avons constaté lors de ce vote, contrairement au précédent à l'Assemblée générale des Nations unies, que certains pays européens, notamment, ont changé et ont voté pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza. On citera notamment plusieurs pays de l'Union européenne, mais aussi la Grande-Bretagne. Comment interprétez-vous ce changement ? Écoutez, je vous remercie pour cette question importante, puisqu'effectivement, il y a quelques pays qui ont, c'est une position de principe importante, notamment l'Espagne. Le problème qui se pose, c'est que l'Union européenne est clairement une dictature financière. Et l'Union européenne, et notamment ses institutions, à travers la Commission européenne et sa dirigeante, Madame von der Leyen, sont clairement une des instances permettant de broyer les peuples. L'Union européenne est une machine à broyer les peuples. Les directives européennes, la Commission européenne impose des directives et leur dictate aux différents peuples. Et donc, certains pays se déresponsabilisent en disant c'est pas notre faute, c'est la faute des institutions européennes. Mais en même temps, parfois, il y a des positions de principe. Mais effectivement, notamment l'Espagne, qui a mis en application, qui a présenté le fait que effectivement l'État palestinien devait être reconnu, c'est une nécessité, mais cette dictature européenne s'impose à tous. Oui. Et ça reste compliqué. Et vous savez, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945 et le plan Marshall, nous savons que Washington et Tel Aviv, Washington et l'antitétionniste ont la main mise sur les instances de l'Union européenne. Donc, à travers les instances de l'Union européenne, on reconnaît la patte de la bête de l'antitétionniste. Et même si cette bête est peureuse, même s'il s'isole toujours plus, elle est toujours relativement violente. Ouais. Jimmy Dalédo, vous avez évoqué, avant que je ne vous coupe une nouvelle fois, tout à l'heure, l'assassinat par les forces de l'antitétionniste du personnel de l'UNRWA. Or, nous avons assisté également lors de ce vote à l'adoption d'une autre résolution en soutien justement à l'UNRWA qui fait un travail humanitaire vital, on va dire. Cela a été mentionné par de nombreux dirigeants. Est-ce un message fort également en faveur de l'agence onusienne? Écoutez, alors il faut attendre. Et nous constaterons si cette stratégie n'est pas une stratégie que les instances d'Occident connaissent, c'est-à-dire la stratégie des deux fers au feu. C'est-à-dire que d'un côté, vous vous positionnez, ou la stratégie des deux fers au feu, c'est d'avoir deux portes de sortie. C'est-à-dire que c'est une position assez opportuniste qui consiste à dire je prends une position, telle position, mais en même temps, je vais agir d'une certaine manière qui est contraire à ce que j'ai dit. Donc en fait, ça leur permet, dans les deux cas, de trouver une porte de sortie. Concrète, c'est une position assez hypocrite, assez opportuniste, qui consiste à mettre en avant une position de principe, mais dans le même temps, on fait le contraire de ce qu'on a dit.
Alors, est-ce que c'est une véritable position de principe qui serait mise en application? Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils vont financer? Est-ce que ces 4 milliards de dollars d'aide qui ont été demandés par l'ONU vont être débloqués, enfin débloqués pour venir en aide, dans un premier temps en aide à nos frères palestiniens? Ou est-ce que c'est tout simplement la stratégie des deux fers au feu, c'est-à-dire de belles paroles, mais sans les actions et sans les actes? Ça, nous le verrons dans Oui. quelques... Et il y a aussi ce sentiment d'abandon des Palestiniens qu'une responsable des Nations Unies a transmis aux membres du Conseil de sécurité. Les Palestiniens sont abandonnés aujourd'hui. Malheureusement, oui, ils sont relativement abandonnés. Il y a beaucoup de soutien, le soutien, mais vous savez, la position morale, si elle n'est pas accompagnée par la volonté d'agir, alors elle est inopérante. Et malheureusement, la position morale ne suffit pas. Si elle est accompagnée par la passivité, la position morale ne suffit pas. Et malheureusement, le peuple palestinien est pas seul parce qu'elle a une résistance. Il y a une résistance, il y a notamment certains pays voilà, l'Algérie notamment, qui a toujours été clair dans sa position, l'Algérie, le Yémen, il y a plusieurs pays voilà, qui sont là pour les soutenir. La question qui se pose, c'est est-ce que le Moyen-Orient va enfin se solidariser, va enfin s'unifier, arrêtera de se diviser, de rester divisé, parce qu'en fait, le Moyen-Orient, lorsqu'il est divisé, finalement, ça arrange les affaires de qui? Ben, de l'entité sioniste Ouais. et de Washington et de l'Union européenne. C'est eux que ça arrange. Donc enfin, il faudrait que le Moyen-Orient s'unisse et qu'ils suivent cette ligne qui a été tracée par certains pays qui restent droit dans leurs bottes. L'Algérie, le Yémen, l'Iran, le Liban. Et je pense que ce sont là une Très bien. trajectoire. Djimid Alidou, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie de m'avoir invité. Alors, je rappelle que vous êtes syndicaliste, auteur et analyste politique.